La marée noire fait son apparition dans le golfe de Gascogne et menace les côtes françaises dans les jours à venir. Tout dépendra des vents. Une gigantesque nappe de fioul scindée en de nombreuses parcelles. Un dirigeant de l'ETA s'évade à Bayonne alors qu'il était en garde à vue au commissariat. Il est soupçonné notamment d'avoir grièvement blessé un gendarme dans la région de Pau. Une enquête est en cours. Après les accrochages hier en Côte d'Ivoire entre rebelles et soldats français, reportage sur les pas du chef d'état-major des armées dans la capitale et sur la ligne de front. Du flamenco au théâtre des Champs-Élysées pour les fêtes de fin d'année, l'histoire d'une Andalouse exécutée au 19e siècle pour avoir refusé de trahir son amant, un ballet de grande qualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le naufrage du Prestige, de nouvelles nappes de fioul poussées par les vents et dont la surface atteint plusieurs centaines de kilomètres carrés, ces nappes de fioul sont entrées dans le golfe de Gascogne. Désormais, la marée noire se rapproche du littoral français, à moins d'un changement des conditions climatiques. Romuald Benan. Sans relâche, les silhouettes blanches des volontaires s'activent sur les plages souillées de Galice. Les yeux et la gorge irrités et aussi des difficultés à respirer à cause du fioul, 400 d'entre eux ont dû recevoir des soins médicaux. Malgré tout, avec le début des vacances de Noël, de nombreux Espagnols ont décidé de rejoindre les 10 000 volontaires. Une chaîne humaine, mais toujours avec des moyens dérisoires. Centimètre carré par centimètre carré, ils grattent, peltent, craignant toujours le pire. Ça, c'est la dernière tempête qui l'a amené. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain, ou même cette nuit. Au large, des auréoles noirâtres par centaines continuent à dériver à la surface. Dans 48 heures, la troisième vague de la marée noire, environ 800 km² de fioul, l'équivalent de la ville de New York, risque de menacer à nouveau les côtes nord de l'Espagne. Poussées par des vents de plus de 60 km/h, les nappes viennent pour la première fois de pénétrer dans le golfe de Gascogne entre l'Espagne et la France et les conditions météo annoncées ne sont pas bonnes. La nappe la plus importante se situe à 70 km environ des côtes et selon les météorologues, les vents vont souffler très fort vers le nord-ouest dans les 2 prochains jours. Au large, par 3600 mètres de fond, le Nautile continue à jouer les plombiers sous-marins. Hier, 2 nouvelles fissures du Prestige ont été colmatées. Cette fois, simplement les obturant avec de lourds sacs de grenaille. Mais le pétrolier distille toujours son poison, de l'hydrocarbure qui pourrait menacer les côtes françaises dès cette semaine. Du côté de Dunkerque, maintenant, après la collision qui a fait couler le navire norvégien, le pompage du carburant resté à bord a commencé. Une opération de récupération de 2000 tonnes de pétrole. Des trous ont été faits dans la coque pour y fixer des pompes. Il faudra 4 à 6 semaines pour achever cette opération. Beaucoup de questions après l'évasion d'un haut responsable de l'ETA arrêté en France il y a 3 jours. Il s'est échappé la nuit dernière du commissariat de Bayonne alors qu'il était en garde à vue. Nicolas Sarkozy vient de suspendre à titre provisoire les 5 policiers en charge. Celui qui pourrait être le chef militaire de l'organisation séparatiste basque est accusé d'avoir blessé très gravement un gendarme français dans la région de Pau en novembre 2001. David Bazier, Philippe Dumail. Ils devaient être 9, ils ne sont que 8. 8 membres présumés d'ETA à être transférés à midi de Bayonne vers Paris par avion. Dans la nuit, leur chef s'est évadé de sa cellule du commissariat de Bayonne. Ibon Fernandez Iradi aurait utilisé la bouche d'aération de sa cellule pour se faire la belle. Aujourd'hui, les policiers de l'IGPN, la police des polices, tentaient de comprendre comment on s'évade d'un des commissariats les plus sécurisés de France. Les syndicalistes policiers, eux, disent avoir alerté leur ministre il y a 13 jours sur le fait que seulement 5 fonctionnaires sont en poste la nuit pour garder les locaux. Pas assez d'effectifs, cette bouche posait problème. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette bouche et que c'est vrai que bon, quand on met quelqu'un dans une geôle, c'est vrai qu'il faut avoir une sécurité maximum, quoi. Malgré que c'est une bouche qui est vraiment très petite. Sur les routes de la région, le plan épervier est déclenché. Fouille des véhicules sous haute surveillance, car Ibon Fernandez Iradi, considéré comme le chef de l'appareil logistique d'ETA, est aussi soupçonné d'avoir vidé son chargeur sur un motard de la gendarmerie à Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques, en novembre 2001.
À Bilbao, plus de 100 000 personnes participaient à une marche silencieuse contre l'ETA. Dans le cortège, la plupart des formations politiques, à l'exception de Batasuna, le parti indépendantiste basque désormais interdit d'activité pour 3 ans, et du Parti populaire de droite. Une manifestation au cri de l'ETA dehors qui suscite une certaine polémique. C'est à l'appel du président basque, en effet, que se sont réunis les militants à la suite d'un communiqué de l'ETA qui exprimait son rejet total de faire du Pays basque un État libre mais associé à l'Espagne. En France, le gouvernement a fait de la lutte contre la violence routière une priorité. Gilles de Robien, ministre des Transports, n'exclut pas en dernier recours de brider les moteurs ou encore de baisser le taux d'alcoolémie. Comme hier, nouveau drame de la route avec cette collision hier soir près de Troyes. Le bilan est lourd, 6 morts et 2 blessés graves. La vitesse pourrait être à l'origine du drame. Fanny Auvergne, Vincent Kellner. Sur le toit, dans le fossé, la carcasse de la voiture est déformée, broyée. Sur le sol, quelques débris. La collision a été très violente. Hier soir vers 20 h, de nombreuses familles rentrent chez elles après avoir effectué leurs courses de Noël. Tout d'un coup, le conducteur d'un monospace perd le contrôle de sa voiture et heurte de plein fouet un autre véhicule qui arrivait en sens inverse. Les pompiers arrivent aussitôt sur les lieux. On a eu du mal à sortir les 2 personnes qui étaient incarcérées, oui, parce qu'il y avait une personne qui était décédée devant et bon... Pour la désincarcérer, il a fallu prendre le plus de précautions possible parce qu'ils étaient coincés dans le véhicule et puis assez gravement atteints. 6 personnes décèdent sur le coup, 2 autres sont grièvement blessées. Hier soir, la route était glissante, la visibilité réduite. De plus, sur cette nationale, les conducteurs ont l'habitude de rouler très vite. Ce lourd bilan peut s'expliquer à mon avis par le type de choc qu'on a pu observer. Donc l'un des véhicules a été heurté dans son travers. Et les déformations sont très importantes à ce niveau en cas de choc, ce qui fait que l'espace de survie au niveau des occupants est très réduit au moment du choc et ils sont tous soumis à la brutalité de l'événement et malheureusement avec une très peu de chances de survie. Ce soir, les 2 blessés sont toujours à l'hôpital de Troyes, mais leurs jours ne sont plus en danger. Cet accident a eu lieu sur une nationale très fréquentée. En France, c'est sur le réseau routier secondaire que les accidents sont les plus meurtriers. Enfin, on a appris la mise en examen de l'automobiliste qui a fauché un arrêt de bus près de Toulouse. Plusieurs adolescents. Je rappelle que 2 sont morts, 2 sont dans un état grave. L'homme aurait été victime d'une crise d'épilepsie. À contre-courant des pratiques du secteur du transport routier, arrêtons-nous sur cette expérience inédite. Une entreprise du Doubs oblige ses chauffeurs à ne pas dépasser les 80 km/h sur route comme sur autoroute, avec à la clé une prime mensuelle à la prudence stipulée dans le contrat de travail. Un exemple à suivre. Martin Gouès. Conduire en toute sécurité. Une entreprise de transport l'impose à ses chauffeurs. Dès l'embauche, il leur est stipulé qu'ils ne doivent pas rouler au-dessus de 80 km/h. Moins que la vitesse autorisée sur autoroute, une différence qui peut sauver des vies. À 80 km/h, il faut à peu près 65 mètres pour l'arrêter. À 90, il faut 95 mètres. S'il y avait une voiture dans les 20 mètres de différence, on aurait l'accident, parce que là, on ne l'a pas. Oui. Toutes les semaines, les disques de contrôle sont vérifiés. Tout y est gravé. Oui. J'amène mes disques de la semaine. Oui. C'est bon? Bon, bah, je pense. Ah, un tout petit dépassement là. Hein 83. Ouais, j'étais en train de doubler. À la clé, une prime mensuelle de 180 €, réduite de 10 € chaque fois que la barre des 80 km/h est franchie. Depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'accident dans cette entreprise, une sécurité qui permet également de faire des économies. Comme on n'a pas d'accident du travail, on a un taux de cotisation qui est très bas, qui nous fait une économie par rapport à la moyenne franc-comtoise d'environ 60 000 €. Et cette économie, on a décidé de la donner à ceux qui la méritaient, c'est-à-dire aux conducteurs. Des économies sur le gasoil également. Au-delà de 80 km/h, la consommation de carburant augmente sensiblement. L'entreprise Buffalo Grill contre-attaque après avoir été accusée d'importer de la viande britannique. C'est demain que le groupe va déposer plainte pour diffamation. Cette plainte vise les employés qui ont accusé publiquement l'entreprise, une société qui a perdu une bonne partie de sa clientèle en quelques jours. Le président du groupe demande ce soir au ministre de l'Intérieur de faire protéger ses restaurants. L'émotion ce matin dans l'une des filiales de Buffalo Grill. Daniel Wolfram, Bruno Vignet. Opération de communication désespérée ce matin en pleine crise et en plein week-end. Quelques salariés de l'entreprise Districoupe convoquent la presse. Dans cette filiale à 100% de Buffalo Grill, on tente avec les moyens du bord de montrer qu'ici les produits sont sains.
Cette viande est d'une qualité, comme vous pouvez le voir. À quoi on constate que c'est une viande de qualité, monsieur? Bien, ça c'est professionnel, cela dit. Vous avez ici les dates de péremption, donc vous voyez que nous avons quand même du délai dans la distribution des viandes. Cette société découpe la viande de bœuf pour les 260 Buffalo Grill de France, 15 tonnes par jour. Ici, pas de syndicat, les salariés ont l'esprit maison. Si une quelconque fraude s'était avérée, l'ensemble du personnel en aurait été au courant. Et bon, l'ensemble du personnel aurait été complice de ces agissements frauduleux. Ce qui n'est pas le cas. Et pourquoi ils auraient été au courant? Disons que l'atelier est tellement petit qu'on sait ce qui se passe un peu partout. Buffalo Grill décide donc de contre-attaquer. Était présent également dans l'atelier de découpe un des avocats du groupe. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de fraude. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de viande qui a été importée de Grande-Bretagne. Et la vérité, c'est que les personnes qui ont témoigné la semaine dernière sont des déséquilibrés et que demain matin, une plainte en diffamation et en dénonciation calomnieuse sera déposée au parquet de Paris à leur encontre. Buffalo Grill va demander aussi au procureur de la République de communiquer les éléments du dossier. Il en a le pouvoir. Il en va maintenant de la survie du groupe et de ses 6000 employés. Le projet d'implantation d'un incinérateur à Cornillé, en Ille-et-Vilaine, soulève un vent de protestation. Par référendum, les habitants de la commune se sont à la quasi-unanimité prononcés contre ce projet. Un référendum purement symbolique, car jugé illégal par les autorités. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Non. Non. Évidemment, c'est un peu monotone. Non. En tout cas, c'est clair, 94% des voix contre. Non. Le score est sans appel et tant pis si ce référendum-là est lui illégal. C'était le seul moyen qu'on avait, un moyen démocratique, parce qu'aller défiler dans la rue et tout casser, ce n'est pas la bonne solution. On peut s'exprimer dans les urnes, c'est le moyen le plus démocratique et le plus pacifique. L'objet de ce refus en bloc, le voici tout proche du bourg de Cornillé, un incinérateur qui existe déjà mais qui doit être agrandi pour pouvoir traiter 80 000 tonnes de farines animales par an. Cornillé, c'est l'un des 4 sites retenus dans toute la France pour éliminer peu à peu le million de tonnes de farines animales stockées un peu partout depuis leur interdiction en 1994. Le hic, disent les riverains, c'est que le site a été choisi sans concertation. L'avis a été négatif largement à 2500 pétitions, 5 conseils municipaux sur 7 ont voté contre. Et puis après on dit, vous en voulez pas, d'accord, on va vous l'imposer. Alors où est la démocratie dans ce cas-là? Face aux opposants, en tout cas, pas mal de nervosité. Pendant l'interview de M. Geffraud, un vigile nous photographie, problème de sécurité, mais refuse de nous dire pourquoi. Un peu plus tard, c'est un dirigeant de l'entreprise qui débarque, prétendant vérifier nos identités. Bonjour. On m'a demandé de venir voir qui vous étiez. De curieuses méthodes qui n'ont pas découragé ce dimanche les électeurs de Cornillé. 71% de participation, un vrai succès pour les adversaires de l'incinérateur, mais qui laisse le problème entier, car il faudra bien finir par s'occuper de l'énorme stock de farine accumulé en 10 ans. Incident à Martigues, dans une cité sensible la nuit dernière. À l'origine de ces tensions, l'assassinat d'un jeune du quartier, des voitures incendiées et puis des affrontements pendant plusieurs heures entre jeunes et forces de l'ordre. Pas de blessés. Dans la matinée, les pompiers ont dû une nouvelle fois éteindre quelques feux de conteneurs. La disparition de notre confrère Patrick Bourra cette nuit au Koweït. Il avait été blessé hier alors qu'il suivait les manœuvres américaines. Le journaliste de TF1 a été heurté par un char. Les médecins militaires n'ont pas jugé dans un premier temps son état alarmant. Pourtant, il souffrait de lésions internes. Patrick Bourra, dans sa carrière de grand reporter, avait couvert de nombreux conflits. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Jérôme Benny. Pour la plupart des soldats américains au Koweït, c'est une évidence. La guerre est proche. Ce sont les derniers mots du dernier plateau de Patrick Bourra. Le reporter de TF1 qui avait échappé aux situations de guerre les plus périlleuses est mort accidentellement, heurté par un char alors qu'il couvrait les grandes manœuvres de l'armée américaine au Koweït. Au même moment, le caméraman tournait ses images dans une poussière aveuglante qui peut-être a empêché Patrick Bourra de voir venir le danger. C'était la première fois que les Américains laissaient filmer des manœuvres de si près. Selon le porte-parole militaire, le conducteur américain du véhicule tout-terrain dans lequel voyageait Patrick Bourra et son équipe aurait essayé de les dissuader de trop s'approcher. Hospitalisé après l'accident, intervenu à 8 h ce samedi matin, Patrick Bourra, qui avait la rate éclatée, n'a été opéré qu'à 21 h. Il est mort 5 heures après. Je suis triste pour la jeunesse, pour le professionnalisme de ce
grand reporter qui était vraiment une grande figure de la presse française. Tous ceux qui l'ont côtoyé sur les terrains les plus difficiles connaissaient le courage de Patrick Bourrat, sa passion pour son métier qui le poussait toujours au plus près de l'événement. Patrick Bourrat avait été blessé en 1993 à Moscou alors que le caméraman qui travaillait avec lui, Ivan Scopan, était tué. Le reporter de TF1 est le 7e journaliste français mort dans l'exercice de son métier depuis 1991. Au Koweït, où s'achèveront ce soir les grandes manœuvres américaines dans le désert, les soldats sont mis à rude épreuve. Voyons sur une des bases comment sont soutenus moralement ces hommes avant l'entraînement. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère, Éric Mézy, Christian Ingeyan. Un moment de répit pour les hommes de la compagnie Charlie, quelque part au nord du Koweït. En plein désert. Depuis plus d'une semaine, ces hommes participent à un entraînement très intensif. Ce matin, petite pause, l'heure du service religieux dirigé par le pasteur Eric Johnson. Lors de la dernière guerre contre l'Irak, il commandait un tank. Cette fois-ci, ses seules armes sont ses paroles. Nous voulons leur offrir un service religieux. C'est important qu'ils aient cette force spirituelle. Que ce soit pour leur entraînement ou pour une guerre. Nous voulons leur donner ça. Ils sont séparés de leur famille, de leurs proches. Depuis 7 jours, quasiment 24 heures sur 24, ces hommes, dans des conditions très difficiles, répètent des manœuvres d'attaque. Plusieurs centaines de chars et des dizaines de véhicules d'assistance participent à ces exercices. La visibilité est parfois très réduite et le danger est partout. De plus, ces manœuvres s'effectuent avec des tirs réels, de vrais obus de 120 mm, des tirs de mortier et des grenades. Bien évidemment, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer dans la région dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais aujourd'hui, en invitant la presse à couvrir ces manœuvres d'entraînement, l'armée américaine veut tout simplement montrer sa force, afficher sa détermination et dire au monde que si le président Bush ordonne la guerre, son armée est prête. Et en effet, dans la région du Golfe, les renforts militaires arrivent tous les jours, alors que Saddam Hussein vient de déclarer que son pays ne possédait aucune arme de destruction massive. Les troupes américaines lourdement équipées sont à l'exercice, vous l'avez vu, mais le dispositif américain est incomplet pour une offensive terrestre. Alain Chalfon. Sur le papier et sur la carte, les États-Unis disposent d'un nombre important de points d'appui autour de l'Irak. Mais à y regarder de plus près, cela prend surtout la forme de facilités sur des bases aériennes ou navales. En fait, de plateformes terrestres pour une invasion, il n'y a guère que le Koweït, une porte d'entrée étroite, loin de Bagdad. Les États-Unis y ont déployé 15 000 hommes. À côté, l'Arabie Saoudite, qui a la plus grande frontière avec l'Irak, refuse, pour le moment tout au moins, d'ouvrir son territoire aux fantassins américains. La Turquie alors, membre de l'OTAN, elle est aujourd'hui gouvernée par des islamistes modérés. Ces nouveaux dirigeants paraissent réticents quant à une guerre en Irak, en dépit d'une cour intensive de la part de George Bush. Ils sont prêts à accepter jusqu'à 15-20 000 soldats, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Mais je crois qu'on est presque arrivé à un accord que l'armée turque entrerait au Kurdistan irakien pour maintenir l'ordre pendant que les Américains font la guerre dans la partie de l'Irak qui reste. La Syrie et l'Iran étant a priori exclus, reste la Jordanie. Monarchie fragile, très liée à l'Irak économiquement, son roi est proche de l'Amérique et sa population, palestinienne à 70%, est elle très anti-américaine. Il y a plusieurs milliers de soldats américains en Jordanie, mais d'une manière quasi clandestine. C'est-à-dire les Jordaniens ne l'admettent pas, les Américains n'en font pas état, parce que la Jordanie est une bombe à retardement. George Bush paraît donc loin d'avoir le déploiement de forces terrestres nécessaires à une guerre en Irak, même s'il faut tenir compte des dizaines de milliers d'hommes qui sont embarqués sur des bateaux de guerre et dont une partie pourrait participer à un débarquement en Irak. En Côte d'Ivoire, après que les soldats français aient ouvert le feu hier contre les rebelles en état de légitime défense, la tension est retombée momentanément. L'occasion pour nos envoyés spéciaux, Éric Meunier et Sylvain Daubat, de suivre dans sa tournée le chef d'état-major des armées dans la capitale ivoirienne et sur la ligne de front.
En voilà que le chef d'état-major des armées n'avait pas prévu et aurait sans doute préféré ne jamais croiser lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Sur l'aéroport de Yamoussoukro, protégé par les Français, des mercenaires de retour du front, certains d'entre eux blessés. Des mercenaires qui combattent depuis plusieurs semaines déjà pour le compte du gouvernement légitime du pays, celui de Laurent Gbagbo. L'armée française goûte peu la présence ici de ces soldats de fortune, alors le général Bintéja afin de ne pas les voir. Au moment de Noël, la visite aux soldats engagés dans des opérations extérieures est une vieille tradition. Mais en Côte d'Ivoire, la situation est si préoccupante qu'elle ne se limitait pas au soutien moral des troupes. Préoccupante au point qu'hier, alors que le général visitait une position avancée française à Thiébissou, à 250 km de là, ces soldats ouvraient le feu pour stopper la progression des rebelles venus de l'ouest. Bilan, pas de blessés côté français, 3 pick-up détruits et plusieurs morts, si l'on en croit les rebelles. Un incident, le second d'une telle ampleur, que le général 5 étoiles ne minimise pas, mais qui n'est nullement un changement de la politique française en Côte d'Ivoire. Il n'est pas question pour nous de partir à la reconquête de la Côte d'Ivoire, ou d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, de nous engager dans des opérations offensives. Notre mission est une mission clairement de paix, de sécurité, de facilitation des accords politiques. Mais les soldats français ne laisseront pas avancer les assaillants plus au sud et menacer ainsi le régime de Laurent Gbagbo. Charge à lui, en échange, de trouver une solution politique à la crise. Reste une inconnue, le comportement des mouvements rebelles sur le terrain. Et à Paris, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Renaud Muselier, a lancé une mise en garde aux rebelles contre toute attaque envers des Français. Pas question que l'on touche à un seul cheveu de nos compatriotes, a-t-il déclaré. Au Proche-Orient, à quelques jours des fêtes de Noël, le cœur n'y est pas. Les chrétiens de Bethléem s'apprêtent à célébrer dans la tristesse la naissance du Christ. On parle du Noël le plus triste jamais célébré dans la ville de la Nativité, une ville que les touristes ont désertée depuis longtemps. Reportage Charles Anderlin. Première image à l'entrée de Bethléem. Une barrière de barbelés destinée à empêcher le passage de terroristes vers Israël. Mais les habitants de la ville de la Nativité voient là une punition collective. À 8 h ce matin, le couvre-feu a été levé. Il pourrait être rétabli après Noël. Pas de touristes, pas de pèlerins. Les rares magasins de souvenirs qui ont ouvert leurs portes sont vides. Dans la basilique de la Nativité, Aboud et sa fille Jessica viennent allumer un cierge. Et dans la grotte, embrasser l'endroit où, selon la tradition, est né le Christ. Aboud est sans travail depuis près de 2 ans. Son garage est fermé, il est situé à proximité d'une position israélienne. Père de 4 enfants, il est un des nouveaux pauvres de Bethléem où le taux de chômage atteint 70%. Jessica m'a demandé si on aura un sapin de Noël, mais il n'y a pas de travail, donc pas d'argent, et je ne peux pas en acheter. Ce Noël est très difficile. Comment pouvons-nous célébrer la fête? Nous sommes assiégés, il y a des soldats partout, et je suis encore secouée par ce qui est arrivé à ma fille. L'année dernière, au cours d'un accrochage entre Tsahal et des Palestiniens, Jessica a été blessée. Une balle caoutchoutée israélienne lui a fait perdre un œil. Et pour Noël, elle voulait une poupée, et surtout que le bon Dieu prenne grand soin de l'œil qu'elle a perdu et le lui rende bien vite. Enfin, les élections palestiniennes prévues le 20 janvier prochain ont été reportées. Pour les autorités palestiniennes, le couvre-feu et la présence de l'armée israélienne dans les zones autonomes rendent impossibles ces scrutins présidentiels et législatifs. Retour en France, dans l'Hérault, à Marcillargues, commune sinistrée par les inondations en septembre, on a commencé à penser aux fêtes. Le Père Noël y était de passage, histoire de faire oublier aux petits comme aux grands le drame de cet automne. Véronique Aiguillonne, Frédéric Guibal. Le Père Noël de Marcillargues n'a pas de traîneau, pas de papier cadeau coloré, mais 162 enfants qui l'attendent. C'est un Père Noël du Secours populaire qui connaît bien toutes ces maisons de plein pied sinistrées en septembre. Eh bien, je suis passé au mois de septembre. Et puis j'ai vu les jouets qui étaient abîmés, j'ai vu les jouets qui partaient, qui flottaient, qui partaient partout. Et puis voilà, donc on a essayé de faire le plaisir aux enfants avant tout. Tu fais bisous. Et il me semblait que cette petite fille n'avait pas de poussette. Ah ben non, c'est ce qu'elle a envie d'avoir depuis longtemps. Et j'ai dit il faut attendre un peu, il faut attendre un peu. Et bien là je suis heureuse, plus heureuse qu'elle je crois. Et je suis vraiment, ça m'a touchée.
c'est vraiment un bonheur pour ma fille. En septembre, le centre-ville était sous l'eau, 1 millier de foyers sinistrés et aujourd'hui, dans les rues, plus de traces, enfin en apparence. Noël, c'est la trêve, une pause dans les travaux. Le souci actuel des gens, c'est quoi? C'est d'avoir une maison qui sente bon, je pense. Parce que on a des odeurs, puis les murs, c'est pas beau à voir. Hein. Les plus à plaindre sont les familles non assurées ou les locataires dont le propriétaire rechigne à faire les travaux. Ils sont aidés, bien sûr. On leur a donné des meubles, de l'électroménager. Ils ont repris possession des pièces, mais restent un peu étrangers chez eux. C'est monté. Qu'est-ce qui est monté? Au mur. C'est Noël quand même? Ben oui, il faut bien égayer un petit peu. Il ne faut pas se laisser aller. Puis on a des enfants. Il faut faire au mieux. Le cœur y est? C'est moyen quand même. Ben, c'est moyen. Parce qu'on a tous les problèmes autour en plus. Alors... L'eau de septembre reste dans les esprits et les problèmes de reconstruction semblent insurmontables tant qu'on n'est pas sûr ici que la digue réparée tiendra la prochaine fois. Les communes qui bordent le Vidourle attendent l'aide de l'État pour des travaux plus lourds, peut-être le cadeau d'un Noël prochain. Cette année, les achats de cadeaux de Noël ont été précoces. Il n'y a donc pas eu la foule des grands jours dans les magasins ce dimanche. L'occasion de rappeler au passage que selon UFC Que Choisir, le prix du panier de la ménagère a augmenté de 8%, en cause l'euro et les augmentations qu'il a entraînées. Dans les rues de Strasbourg maintenant, la pluie n'a pas découragé les retardataires. Ce dimanche, on a fait ses derniers achats de Noël avec une prédilection pour les produits traditionnels du terroir alsacien. Reportage Olivier Poncelet, Sylvain Gauthier. Accessoire obligé des courses de Noël cette année, le parapluie. Mais le mauvais temps n'aura pas découragé touristes et habitués. Aujourd'hui à Strasbourg, on se pressait en famille autour des étals. Exercice de style obligé, la composition du menu de réveillon. Et parfois, il vaut mieux être deux. Evelyne, qu'est-ce qu'il faudrait choisir, monsieur me demande? De la saucisse à tartiner truffée. Et puis, il y a des saucisses de jambon au pistache. Il n'y a que des bonnes choses. Que des bonnes choses, évidemment. Et ne comptez pas sur Jean-Marc, maître boucher, pour vous dire le contraire. D'ailleurs, pour lui, Noël est avant tout l'occasion de faire démonstration de son savoir-faire. Et aujourd'hui, avec ces fêtes, ça revalorise un peu notre métier. C'est un peu le traditionnel qui revient sur le marché, je trouve que c'est très bien. Et pour accompagner chapons et autres poulardes farcies préparées par Jean-Marc, un petit tour chez un caviste avisé et c'est le sans faute assuré. Vous allez pouvoir servir effectivement de nombreuses volailles avec, par exemple, une appellation à laquelle je pense, c'est des volnets ou des volnets premiers crus. Vous allez avoir de très très beaux accords. Mais pour sa consommation personnelle et parce que Noël rime avec heures supplémentaires, notre marchand de vin nous livre son petit secret. Il faut prendre des vitamines, nous on s'entretient en buvant de temps en temps une grande bouteille de champagne. Qu'il consomme à plusieurs et avec modération, cela va sans dire. Et encore l'eau à la bouche, avec évidemment le dessert traditionnel de Noël, la fameuse bûche qui trône sur de nombreuses tables de réveillon. 3 pâtissiers nous présentent leur création. Alex Bouillaguet, Hugues Bouchard. Lui, c'est un designer de la pâtisserie. Alors, il y en a beaucoup à faire finalement, il y en a beaucoup en commande. À quelques jours de Noël, dans l'atelier de fabrication de Pierre Hermé, les pâtissiers s'activent. Objectif, préparer 4000 bûches avec, comme dans tout défilé de mode, le mannequin vedette. J'ai voulu faire donc une nouvelle bûche cette année qui est une bûche carrée, qui est la bûche carré blanc, qui est un gâteau que je fais donc de la nouvelle collection automne-hiver, qui est composé d'un biscuit avec amandes, noisettes, pistaches, compote d'érable et poire, et une crème de mascarpone au sirop d'érable. Voilà, c'est le dernier. Pierre Hermé n'a pas fait ce métier par hasard. Avant lui, 4 générations de pâtissiers se sont succédés. Ses armes, il les a faites chez Le Nôtre. Le Nôtre qui, cette année, s'est allié à Jean-Paul Guerlain pour faire une bûche au chocolat. Un seul impératif du parfumeur, qu'elle sente bon. L'idée est venue ensemble de bâtir non plus une bûche dans laquelle on aurait choisi un accord de parfum, mais 4 petites bûches où chacune de ces bûches a retrouvé le parfum qu'il souhaitait. 4 à 5 mois de travail pour concevoir cette bûche et une série limitée à 1500. Autre style, autre pâtisserie, Stéphane Vandermeer n'a que 34 ans mais déjà 20 ans de métier. Son credo ? Faire des choses simples avec des produits frais, de bonne qualité et d'un rapport qualité-prix très bon.
Sa star à lui, la bûche Arlequin, une bûche à la pistache avec un coulis de griotte. Qu'elle a dégusté. Bon appétit. Et joyeux Noël à tous. Du côté des sports d'hiver sur les pistes de ski dans les Pyrénées, première descente pour les vacanciers et première petite blessure. Parmi les bobos qui jouent les troubles fêtes, beaucoup d'entorses aux genoux. À Saint-Lary-Soulan, Muriel Lassaga, Olivier Combe. Glisse, ça grise et parfois ça fait mal. En fait, vous avez une entorse du compartiment interne du genou, c'est-à-dire le ligament ici qui fait mal. Et oui, ça fait mal, même pour une petite entorse. Pas de rupture de ligament, mais la punition s'impose. Cette femme devra porter une attelle pendant 15 jours. Pour elle, les vacances au ski s'arrêtent là. Le plus important, c'est bien évidemment les entorses de genoux. Environ, sur tous les médecins de montagne, on recense environ 15 000 entorses par an, qui sont des entorses dont 80% environ n'ont pas des chaussées. Faites un peu attention quand même. Ouais, bah ouais, un minimum. Parce que bon, plus on a des partiels à la rentrée, donc c'est pas trop le moment de se casser un poignet. On va aller sur le snowpark faire des petits sauts, puis voilà. Et si vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué, nous. On n'est jamais fatigué. Pisteurs secouristes, Joël et Robert commencent une nouvelle patrouille. Ils savent déjà que la matinée ne se passera pas sans accident. En effet, il aura suffi de quelques minutes. Dans cette civière, un enfant de 10 ans. Je me suis emmêlé les skis et je me suis tordu le genou. Il s'est fait apparemment une luxation du genou gauche. On l'a mis en barquette. Toute la journée, les pisteurs sont en alerte et pas seulement pour les vacanciers. Ici, un perchman vient de s'entailler le doigt avec un ski. Bilan d'une journée de vacances à Saint-Lary, 12 interventions, dont 8 entorses du genou. Le plus traditionnel des sports de glisse maintenant avec l'ouverture à Val Thorens de la plus grande piste de luge française. 3 quarts d'heure de descente réservée aux grands enfants. Agnès Monteux, François-Xavier Guton. Avant la luge, c'était ça, uniquement pour le plaisir des tout petits. Maintenant, c'est aussi une affaire de grands. On peut glisser pendant 7 km sur une piste unique en France. Voilà, on a le leash, on y met la main à l'intérieur, on serre bien. Comme ça, on risque pas de perdre la luge. Indispensable aussi le casque pour se protéger, même si au début, on ne bat pas des records de vitesse. Sur le plat, on essaie de retrouver quelques vieilles sensations d'autrefois, mais rien à faire, les plus doués, ce sont les plus jeunes. Pour tourner à droite, on fait avec le pied droit, on le plante dans la neige, et on fait contrepoids avec le corps. Et pour tourner à gauche, c'est l'inverse. Quelques mètres plus bas, les skieurs sont carrément interdits. Les virages deviennent très serrés et ça se complique. C'est mouillé. Non, c'est génial. Ça va vite, il y a des bons virages, des bonnes descentes. C'est vraiment du sport en fait. Faut s'accrocher. Et s'accrocher pendant 3 quarts d'heure de descente, ça fatigue. Pierre en oublie de freiner. Est-ce que tu en refrains? Sûrement, ouais. Malgré les chutes, Mais ça va. ouais, tant que ça fait pas mal, ça va. L'idée de cette piste, on l'a piquée à ces grands enfants d'Autrichiens. Eux ne se sont jamais privés d'un loisir si simple. C'est la surprise de cette saison théâtrale, loin des grandes productions. Une soirée réussie avec un petit jeu sans conséquence au Théâtre La Bruyère. Une fable pleine de vérité sur les couples d'aujourd'hui. Chacun s'y reconnaîtra. Sophie Jouve, Jean-Louis Melin. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois, on est très proches, alors je me demande si on n'est pas devenu un peu plan-plan. Qui a dit plan-plan? Tu as dit plan-plan, qui t'a dit qu'on était plan-plan? Ras-le-bol de la perfection. Le couple modèle décide de jouer à se séparer. Seulement voilà, il y a aussi l'entourage. Axel, c'est la copine. C'est la copine. Alors là, c'est Bruno, c'est le mari. Claire. Voilà, c'est Claire, la femme de Bruno. Et là, vous avez le copain de Bruno, Serge. On ne badine pas avec l'amour, disait déjà Musset, sans prendre le risque de se brûler les ailes. C'est toujours triste une séparation, même si c'était prévisible, ça me fait de la peine. Hervé m'a demandé si on quittait notre appartement. Si oui, il est intéressé. C'est horriblement cruel, horriblement sauvage. Et les gens s'amusent de ça, peut-être parce qu'ils reconnaissent
qui reconnaissent quelques situations qu'ils ont dû vivre. Ouais. C'est délicieux d'assister à un déchirement comme ça de couple, non? Je ne pensais pas que ce serait aussi instructif. Mais non, faut s'arrêter avant que ça devienne irrécupérable. Mais oui, dans une semaine, on leur dira qu'on s'est remis ensemble. Une semaine? Mais je croyais que ça devait durer 2 heures. C'est rigolo, non? Oui, il y a des choses, on reconnaît des situations qu'on a vécues ou en tout cas auxquelles on a pu assister. Et on s'amuse avec ça. Je sais pas, vous êtes mariés? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez une petite amie? Non, dis donc, vous êtes à l'aise, vous. Et l'héroïne découvre le côté Don Juan d'un de leurs proches. J'ai envie de faire l'amour avec vous. Là, maintenant. Dans la remise au fond du jardin. Claire? Oui. Vous pouvez refuser. Bref, une jolie comédie qui renouvelle avec brio les jeux de l'amour et du hasard. Le ballet de flamenco Sara Barras enflamme le théâtre des Champs-Élysées pour les fêtes de fin d'année. Inspiré d'une pièce du poète espagnol García Lorca, la chorégraphie nous raconte l'histoire d'une Andalouse exécutée au XIXe siècle pour avoir refusé de trahir son amant. Michel Soulovici, Patrick Bois. Flamenco inspiré. La compagnie Sara Barras flamboie. Amour et lutte pour la liberté s'enlacent dans cet hommage à l'héroïne andalouse Maria Pineda. Une femme fidèle jusqu'à la mort à ses convictions et à son amant. Tous deux participent à un mouvement de rébellion contre l'oppression. La chorégraphe Sara Barras s'empare de cette romance populaire et de cette héroïne, magnifiée par le poète espagnol García Lorca. L'histoire, certes, est politique, mais je crois que c'est surtout une histoire d'amour. C'est comme cela que moi, en tout cas, je l'ai abordée. Ce sont des nonnes inquiétantes qui surveillent Mariana Pineda incarcérée. La religion, présentée comme alliée de l'oppression, il y a décidément quelque chose de changé au royaume d'Espagne. D'autant que le couvent-prison danse du pas des militaires. Voici le flamenco comme une métaphore de la reine. Mariana Pineda, face à son geôlier, refuse d'avouer. L'héroïne meurt garrottée. Avec Sara Barras, le flamenco est une danse qui peut tout exprimer. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, le grand chemin avec Anémone et Richard Boringer. 0h30, le dernier journal, Ève Métet. Demain, à 13h, Daniel Bilalian. 20h, Antoine Cormery. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images de ce sport de l'extrême. La combinaison à elle, une chute libre à plus de 200 km/h.